Vous savez ce qui est génial avec le cinéma français? C'est qu'il ne cesse jamais, mais alors jamais, de nous surprendre. Mais pas dans le sens que vous croyez. Et certainement pas dans le sens que vous aimeriez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Dans quelques jours, nous sommes en 2025, nous arrivons au quart de siècle, c'est juste dingue, mais ça y est, on y arrive. Et pour cette occasion, pour bien rentrer dans l'année 2025, il est temps de faire le bilan de l'année 2024. Alors j'ai déjà fait un petit top 10 spécial pire film hollywoodien, maintenant c'est au tour d'un top 10 spécial pire film français. Après ça, ce sera un top 10 spécial pire série de 2024. Et après, rassurez-vous, je ferai un top 10 spécial meilleur film américain et top 10 meilleure série de l'année. Non, je ne ferai pas de top 10 spécial meilleur film français. C'est au-delà de mes forces. Déjà d'une, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu la force physique, mentale, psychologique, spirituelle, ce que vous voulez, d'aller voir plus de 25 films français cette année. Et je précise bien, je n'ai pas eu la force de mater 25 films français en entier. Car je ne compte même plus le nombre de films français que j'ai lâchés en cours de route, où je me suis barré au milieu du film ou avant la fin, parfois même au début. Et là, je parle de films que j'ai vus au cinéma, je ne parle pas de films que j'ai vus sur des plateformes de streaming, des films que généralement je regarde en accéléré parce que c'est tout simplement indigeste, mal fait, insupportable, mal joué, décevant, énervant. Et je sais très bien que vous n'allez pas me blâmer pour ça, car vous êtes un petit peu pareil. Qui peut se targuer aujourd'hui, à part une minorité de pseudo-élitistes, enfin élitistes, autoproclamés, qui peut se targuer aujourd'hui de défendre le cinéma français? Je veux dire, avec honnêteté, avec sincérité. Car le cinéma français, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est nul, c'est naze. Ça fait déjà un moment que c'est naze. Mais là, on atteint des niveaux juste stratosphériques. Et je sais, cette année, on a eu de bonnes surprises, comme L'amour ouf, par exemple, de Gilles Lelouch, qui était un bon film. La fin, pour moi, était ratée, mais globalement, c'est un très bon film, bien maîtrisé, du début à la fin, du point de vue visuel, du point de vue de l'acting même. J'ai trouvé François Civil vraiment bon dans son rôle, pour une fois. J'avoue regretter d'être passé à côté de certains films qui, je pense, devaient être bons, comme par exemple La famille Hendrix. Je pense que c'était une bonne comédie populaire, je pense que ça devait être un film relativement sympa, tout comme Nous les Leroy, mais je suis passé à côté, je pense que c'est des bons films, vous me direz dans les commentaires si vous les avez vus. Mais alors le reste, tout ce que j'ai pu voir, oh là là, quelle souffrance, quel enfer. Et bah j'avais envie de vous en parler, et justement je voulais faire la petite, parce que là je parlais de ceux qui défendent le cinéma français, qui sont assez rares, mais qui sont très bruyants, mais bon les gars... Arrêtez ça parce que personne ne vous croit, plus personne ne vous croit, arrêtez d'insister. Et attention, je pense que le cinéma français peut s'améliorer, je pense que dans les années qui viennent, le cinéma français va se renouveler, va proposer quelque chose de mieux, j'y crois, je suis optimiste, mais pour l'instant, à l'instant T, depuis plusieurs années, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Et même les jeunes sont d'accord avec ça. Là, j'ai repris l'université et j'ai fait un petit sondage autour de moi, auprès des plus jeunes, et j'ai interrogé des jeunes entre 18 et 25 ans, je leur ai demandé quel genre de film ils regardaient, et globalement, bien sûr, la plupart des films qu'ils regardent, ce sont des films américains, des séries coréennes, des trucs comme ça, très peu de productions françaises. Et quand j'en trouve, des jeunes qui regardent des films français, dès que je les interroge, je leur demande qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils apprécient, eh bien, croyez-le ou non, la plupart de ces jeunes me ressortent des vieilles références, des références qui sont même ultra datées pour moi. L'autre jour, j'ai discuté avec deux meufs, 18-19 ans, quelque chose comme ça, je leur demande qu'est-ce qu'elles aiment comme films français, quels sont leurs films français préférés. Elles m'ont ressorti des trucs genre Le Père Noël est une ordure, Les Sous-doués, Les Bronzés. Des films qui ont 40-50 ans, quoi. Et attention, c'est très bien, ça permet de faire perdurer l'héritage cinématographique français, mais quand je les pousse un petit peu, attendez, sortez-moi des films récents, des films qui sont sortis dernièrement, là, il n'y a plus rien. Et il y a une étudiante, justement, que j'interrogeais, Tessa, elle s'appelle, je la salue, elle me sort, je lui demande, le cinéma français, qu'est-ce que t'en penses? Et elle me regarde, elle me fait, chelou le cinéma français, quoi. Et je pense qu'elle a tout résumé, elle a tout dit. Le bon sens populaire, que voulez-vous? On n'y peut rien, et d'un côté, tant mieux. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, mais sachez une chose, j'ai souffert énormément quand j'ai vu tous les films dont je vais vous parler. Et je sais que vous ne serez pas spécialement toujours d'accord, notamment par rapport au premier film que je vais énumérer, mais vous inquiétez pas, j'ai des arguments. Je sais très bien que personne ne sera vraiment d'accord avec le premier de la liste, mais je suis convaincu que vous approuverez tout le reste. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, et n'hésitez surtout pas à me donner votre propre top 10 des pires films de l'année, des pires films français, et même des petites pépites, des petites trouvailles, parce que je ne ferai pas de top 10 spécial meilleur film français. Encore une fois, je vous le dis, j'en ai vu que 25 cette année, et j'avais pas la force, quoi, vraiment, vous savez...
Les affiches, les bandes annonces, des fois ça suffit à eux-mêmes, hein. Et quand vous connaissez bien le cinéma français, c'est un petit peu comme quand vous jouez à un jeu vidéo que vous avez déjà, auquel vous avez déjà joué plusieurs dizaines de fois, vous connaissez tous les emplacements, tous les patterns, tous les trucs à savoir, tous les chemins, c'est un jour sans fin le cinéma français. Mais il peut s'améliorer, il peut changer, on y croit les gars, on reste optimiste. Juste une dernière chose, on a passé le cap des 21 000 abonnés, j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Je vais rentrer en 2025 avec 21 000 abonnés, pour moi c'est une grande réussite, et je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre loyauté, appelez ça comme vous voulez, pour votre fidélité, et merci pour vos commentaires également. Je vais prendre un peu plus de temps l'année prochaine pour répondre, je prendrai 1 heure ou 2 par jour pour répondre à chaque commentaire, enfin pour répondre au maximum de commentaires que je peux, et voilà, donc je ferai le maximum, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain live. Installez-vous bien, je vous souhaite un excellent visionnage. En 10e position, je sais que vous ne serez pas d'accord, mais je dois dire ce que je pense, je dois dire ce que ce que j'ai éprouvé, et je ne changerai pas d'un iota concernant mon avis sur ce film. En 10e position des pires films de l'année, j'ai osé mettre Le Comte de Monte Cristo, et je sais, laissez-moi juste donner mon argument, livrer mon argumentaire. Ce film, pour moi, est représentatif de ce qui déconne dans le cinéma français. C'est que, en fait, dans le cinéma français, non, dans à peu près tout ce qu'on fait en France, dans la littérature, dans le cinéma bien sûr, également dans la musique, la politique également, dans tout, dans l'art. Malheureusement, les Français s'intéressent avant tout à la forme plutôt que le fond. Ce qui est assez paradoxal pour un pays soi-disant de penseurs, de philosophes, de machin. Mais globalement, quand j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo, je n'ai vu qu'un film de pose, un film de poseur. Oui, c'est très beau, oui, la photographie est réussie, oui, les plans de couleurs sont très bien travaillés, oui, les plans sont très bien léchés, oui, il y a de magnifiques décors, on dirait des cartes postales, c'est très beau. Mais ça s'arrête là. Le problème de ce film, c'est qu'il cherche à vous envoyer un maximum de patrimoine à la gueule, avec des plans en drone, des trucs comme ça, et surtout une musique qui est juste, mais insoutenable. Je me rappelle vraiment des fois je me bouchais les oreilles tellement la musique était présente, trop intrusive, et une musique surépique alors que pourtant il n'y avait absolument rien. Je me rappelle de cette scène complètement lunaire, la scène de la chasse à courre, où on voit donc des chasseurs, enfin des nobliaux sur leurs chevaux, accompagnés de leurs chiens, leurs bassets ou j'en sais rien, qui courent dans la forêt pour choper un cerf ou un truc dans le genre, et genre c'était filmé comme un plan de Michael Bay quoi. C'était filmé comme une scène de Transformers avec des plans sur les chiens qui accélèrent, de la musique épique par-dessus, des plans en drone hyper carrés. Ce qui me dérange dans ce genre de film, dans le gros des films français, c'est que, et surtout les grosses productions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plans, on va dire caméra à l'épaule. On sent que tout est sur rail, tout est cadré au millimètre, ça manque d'authenticité. Et tout manque, j'ai envie de dire, d'authenticité dans ce film. Et je précise que j'ai lu les bouquins, enfin du moins, j'ai lu le premier tome. Au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher parce que Dumas, c'est bien beau, mais voilà, ça a besoin de 50 pages pour décrire une action, ça va quoi. C'était l'époque, hein. À l'époque, pour rappel, à l'époque de Dumas, tout ça, ces écrivains-là, ils étaient payés à la lettre, ou à la ligne, ou à la page, je sais plus, mais en gros, plus ils en étalaient, mieux c'était, plus ils touchaient d'argent. Tiens d'ailleurs, par exemple, un truc que je pourrais jamais pardonner dans le film, c'est qu'ils ont foiré le passage de l'abbé Faria, qui est extrêmement bien réussi dans le bouquin. C'est peut-être le meilleur passage, hein, c'est mon passage préféré dans le château d'If, quand Dantès se retrouve en tête-à-tête avec l'abbé Faria, qui l'initie à tout, la philosophie, qui lui apprend des nouvelles langues, tout ça, qui lui file des tuyaux pour récupérer un trésor. Dans le bouquin, c'est génial. Dans le film, c'est complètement à chier, complètement raté, c'est cuté à la hache, c'est accéléré, il n'y a aucune intensité, parce que c'est une réalisation à la française, on ne peut pas se mettre dans l'âme du personnage, tout est dans la pose, tout est dans le comment s'appelle, je ne ressens pas l'authenticité, et je ne ressens pas l'immersion, le côté viscéral, qui aurait dû être présent. Certains réalisateurs en sont capables, hein, comme par exemple celui qui a réalisé ce film, qui est d'une tragédie absolue, présumé coupable. On est dans le calvaire de Philippe Torreton, le personnage qui est joué par Philippe Torreton. On est en immersion totale dans son mal-être, dans son malheur, dans sa souffrance, dans son cauchemar. Là, c'était super bien réussi, alors que dans Le Comte de Monte Cristo, on voit juste la caméra on voit juste Pierre Ninet qui incarne Dantès, et puis les scènes se succèdent les unes après les autres, dans un ordre assez cohérent, vu que ça suit la ligne directrice du bouquin, naturellement, même s'il y a plein d'éléments qui ont été retirés, qui ont été enlevés, des personnages qui ont sauté, des personnages qui ont été rajoutés, bref, c'est vraiment, ça a été une grosse déception pour moi, et je n'ai pas compris l'engouement. Sincèrement, je pense que l'engouement, c'est un petit peu quelque part une sorte d'hystérie collective. On a un film français ambitieux, ouais super, qui remet en scène un truc qu'on a déjà vu 150 fois, à savoir Le Comte de Monte Cristo.
Je sais pas, ça aurait été un petit peu plus ambitieux, je pense, de mettre en scène un film tiré de l'univers de Jules Verne, mais ça, malheureusement, je pense pas que les Français soient prêts ni vraiment intéressés par ce genre d'œuvres absolument épiques que sont les bouquins de Jules Verne. De toute façon, Jules Verne, il a pratiquement été adapté que par les Américains, donc ça veut tout dire. Donc, désir d'aventure, de découverte, d'action, d'épique, mais de vrai épique, quelque chose qui fait rêver, quoi, quelque chose de cinéma, alors qu'en France, on reste encore un petit peu sur la posture, sur le côté, on va dire, très esthète. Alors oui, c'est très beau sur la forme, mais sur le fond, ça reste discutable. Et franchement, pour ceux et celles qui ont aimé le Comte de Monte Cristo, comptabilisez-moi s'il vous plaît le nombre de scènes qui vous ont marqué, le nombre de scènes qui vous ont ému, qui vous ont fait tirer les larmes. Eh bien moi, il n'y en a aucune. Le seul personnage que je retiendrai, c'est le personnage incarné par Patrick Mill, c'est le seul qui jouait vraiment bien, qui était vraiment investi dans son rôle. Mais alors le reste, non, je suis désolé. Et Pierre Ninet, il fait pas l'affaire, même si j'estime que le choix était plutôt logique, parce que j'en ai vu certains dans les commentaires me sortir « Ouais, mais Depardieu, il était très bien dans le Comte de Monte Cristo, dans la série télé. » Non mais, attendez les gars, Edmond Dantès, dans le bouquin, il fait 15 ans de cachot, où il a juste un bout de pain et de la flotte pour subsister. C'est que dalle. Donc c'était tout à fait logique de prendre un acteur comme Pierre Ninet pour incarner un personnage comme Edmond Dantès. En tout cas, si je retiens la photographie et le début qui est plutôt spectaculaire, d'ailleurs ce qui est paradoxal, c'est que les défenseurs du Comte de Monte Cristo, ils sont un peu en mode « Ah, vous avez vu, en France, on est capable nous aussi de faire des films américains, parce que on n'aime pas les films américains, on n'aime pas Hollywood, mais on a quand même un petit peu envie de les imiter, quoi. » Donc c'est assez hypocrite et concernant. Pour revenir au film, c'est trop rushé, c'est trop rapide, le film aurait dû être à la rigueur divisé en 2 parties, comme pour les 3 Mousquetaires, c'est ça qu'aurait dû se produire. En tout cas, si vous êtes intéressé par une critique plus approfondie, j'ai déjà fait une critique sur ce film, je vous la mets en description. Pour moi, il fait partie d'un des films les plus décevants de l'année, car je m'attendais à mieux, je m'attendais à un truc vraiment américain, à savoir avec un excellent jeu, une excellente fin, pas des scènes rushées à la va-vite, pas des moments d'incohérence, et j'aurais aimé voir un film où les acteurs arrêtent de chuchoter, s'il vous plaît, arrêtez ça, que le cinéma français arrête de nous sortir des acteurs qui chuchotent. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Oh! Bref, voilà, c'est bon, j'ai fini, c'était l'avis le plus polémique concernant ce top 10, maintenant on passe à la suite, là je pense que, globalement, vous serez d'accord. En 9ème position, Le Choix, avec le triste Vincent Lindon. Alors l'histoire c'est quoi? Eh bien, dans Le Choix, on voit Vincent Lindon au volant d'une bagnole, qui est au téléphone avec quelques personnes, il est dans la panade, il est dans une galère, et il essaye de gérer ses problèmes à coups de téléphone, et pendant tout le film, on voit donc Vincent Lindon au volant de sa bagnole, qui est en train de tchatcher avec sa femme, ses collaborateurs, tout ça. Original comme concept, vous allez me dire, je suis d'accord avec vous. Cependant, Vincent Lindon s'est bien gardé de dire au cours de ses interviews que le film était un remake, car j'ai écouté une interview juste lunaire de Lindon, il parle pendant 15 minutes du film, et à aucun moment, il fait allusion, une quelconque allusion au fait que ce film est un remake. Le remake de Locke, avec Tom Hardy, sorti en 2014, il y a 10 ans. C'est hallucinant, l'arrogance de ce mec, quoi. Le gars, il se vend, bien sûr, avec une espèce de fausse modestie, hein, en mode, oui, enfin, c'est... Vincent Lindon m'a toujours agacé là-dessus, c'est qu'il a ce côté un peu moralisateur, toujours sur-sérieux, enfin, c'est... Quand je l'écoute, honnêtement, c'est... Enfin, je trouve ça triste, honnêtement, l'écouter me fout le seum, sincèrement. Et même si j'admets qu'il a une personnalité, il est quand même relativement attachant, mais c'est toujours un peu lourd de le voir toujours jouer le même rôle, quoi, parce que Vincent Lindon fait que du Vincent Lindon. À un moment, il est mélancolique, après il va s'énerver, il va redevenir mélancolique, il va se réénerver, il va redevenir mélancolique, il va s'énerver. Je crois que le dernier bon film avec Vincent Lindon, c'était La Crise, qui était vraiment un excellent film, une excellente comédie qui serait très bien, enfin ce serait très bien de remettre cette comédie au goût du jour, il y aurait moyen, ce serait pertinent. Malheureusement, le cinéma français à l'heure actuelle n'a aucune pertinence, donc c'est pas près d'arriver. En tout cas, cette interview dont je fais allusion pour Le Choix, elle est juste lunaire, parce que Lindon fait que se tirer la couverture, et il omet de rappeler que le film est un remake. Et le mec, il ose dire, on n'a jamais tenté ça avant. Bah si, Vincent, on a tenté ça avec Locke en 2014. Voilà, tu le sais très bien. Et le film, bien sûr, ne réinvente absolument rien. Vincent Lindon, pour moi, ne fait pas du tout l'affaire. Il n'a pas du tout le même charisme que de Tom Hardy. Il a beau essayer d'être grave au téléphone, comme d'habitude, ça ne marche jamais. Et on taxe souvent les films américains, enfin les remakes américains de mauvais parce qu'ils n'ont pas l'authenticité des films originaux. Eh bien, croyez-moi, du côté des remakes de films français, c'est exactement le même tableau. En 8ème position, Les Femmes au balcon. Alors, je l'ai vu à l'université. On a affaire au prototype même du film féministe bourgeois, néo-bourgeois. Donc on voit on ressent bien que le film est d'une... Comment ça s'appelle ? Voilà, on ressent les subventions, on ressent le parti pris idéologique. Alors c'est un film qui pointe du doigt la masculinité toxique, chose qui existe, chose qui est une réalité. Le truc c'est que c'est mal foutu, c'est mal géré, c'est très français dans son style. Pour autant, je tiens à dire quand même que
Au niveau de la mise en scène, il y a de l'idée. La réalisatrice n'est pas complètement un manche. Attention, du point de vue du fond, c'est juste infâme parce que en soi, on sort pas de la séance en mode ah ouais, wow, il faut changer les choses, il faut améliorer les rapports hommes-femmes, il faut continuer le combat. Non, non, vous sortez du film en mode c'était lourd, c'était indigeste, malgré certaines réussites. La réalisatrice a voulu orienter son film vers quelque chose de mi-comique, mi-gore, et en soi, je suis pas contre l'idée, mais c'est foiré, tout simplement. Même s'il y a de très bonnes idées, et je dois admettre qu'il y a des plans où je me suis dit waouh, c'est pas mal. Il y a de l'idée, il y a de l'inventivité, il y a de la créativité. Au niveau des plans de caméra, on fait pas du champ contre champ, on fait pas du surplace, non, non. La caméra bouge, elle est vivante, et ça, c'est ce qui m'a tenu en éveil. Par contre, le reste, le message, mon Dieu, déjà dès le début, croyez-moi, ça annonce la couleur. Pour ça, du point de vue de la maîtrise et des idées, j'ai envie de dire que c'est un bon 7 sur 10, mais alors du point de vue du reste, vous vous dites mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Et encore, moi, j'ai pas spécialement détesté, j'ai pas spécialement trouvé le film désagréable, même si, bon, on en prend plein la tronche, les hommes, tout ça, parce qu'il y a pas un seul mec positif dans ce film, c'est tous des baltringues. Et moi, personnellement, je ne vais pas me rouler en boule ni être en PLS parce que on montre des hommes étant méchants, étant négatifs, machin. Attendez, les gars, nos ancêtres, ils allaient crever dans les tranchées, ils faisaient des boulots physiques absolument infâmes. Bah, les mecs, ils se roulaient pas en boule pour se plaindre, alors je vais pas me plaindre parce qu'on montre des mecs de façon négative. C'est comme ça, c'est la période, et c'est la mode, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai envie de dire à la réalisatrice que si elle voulait vraiment faire un film réaliste et surtout un film féministe utile, je lui aurais conseillé de s'orienter vers un style plus proche de l'affaire José Helms. Vous avez vu ce film avec Charlize Theron, un film sorti en 2005, un film avec un casting quand même assez riche. À l'époque, on avait un jeune Jeremy Renner qui devait avoir, je sais pas quoi, 30 ans, il était tout jeune. 35 ans. On a également Woody Harrelson, c'était vraiment une belle surprise, et bien ce film, il est génial, il est extrêmement douloureux, extrêmement réaliste, enfin, trop réaliste même, et ça, c'est un excellent film féministe, c'est un excellent film qui fait honneur à cette cause. En gros, c'est une meuf qui bosse dans une mine, elle est confrontée au machisme juste délirant des mecs qui bossent avec elle, et c'est carrément plausible, c'est vraiment horrible, ce film il est vraiment malaisant dans le sens où on voit le comportement des mecs qui se comportent littéralement comme des animaux, quoi, et qui ont aucun respect pour la femme, et c'est juste, c'est terrifiant. Et ce film, pour le coup, est 100 fois plus utile que Les Femmes au balcon, de très loin. On sent bien que la meuf qui a tourné ce film, elle a pas dû faire beaucoup d'usines, elle a pas dû beaucoup travailler dans des secteurs vraiment durs. On sent l'université, on sent le confort, on sent les subventions, on sent un monde qui est à des années-lumière d'un autre, beaucoup plus violent, beaucoup plus radical, beaucoup plus désespérant. Et je vous invite d'ailleurs à regarder d'urgence l'affaire José Helms, qui est génial, attention, c'est un film qui va vous mettre en bad, c'est un film qui m'a désespéré, mais qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport au thème du féminisme, mais avec une forme de maturité, parce que c'est ça la différence entre des films comme ça et celui-là, c'est la maturité. Et pour ce genre de thème, le féminisme, l'insécurité, tout ça, on a besoin de maturité. On ne peut pas prendre ça à la rigolade, on ne peut pas prendre ça non plus trop au sérieux, en mode, inquisitoire, castrateur, tout ça. Non, non, il faut prendre ça avec une certaine forme de maturité, avec un côté adulte, et c'est exactement ce qui ressort de l'affaire José Helms, parce que, contrairement aux Femmes du balcon, il y a de la nuance. Oui, il y a de grosses ordures dans ce film-là, mais il y a aussi des gars qui font le boulot, qui défendent les femmes, qui font en sorte de les extirper, de les sortir de ce monde, alors que dans Les Femmes au balcon, tous les hommes, sans exception, sont des baltringues. Et je suis désolé, mais pour faire avancer une cause, critiquer ne suffit pas. Il faut aussi proposer une solution, et il faut surtout montrer des exemples. Et sans exemple, sans exemplarité, sans leader, sans modèle, on n'avance pas. On fait du surplace, et on se bouffe les uns les autres. Il n'y a pas de quoi pour la leçon, c'était gratos. En 7ème position, sans aucun doute le film le plus français de la liste, Les Barbares avec Julie Delpy. Alors, en gros, l'histoire, c'est quoi? Très original. Des réfugiés syriens débarquent dans un village breton. Donc un village breton, bien français, bien replié sur lui-même, tout ça. Et le truc, c'est que dans ce film, les Bretons sont montrés comme comme des racistes, sans aucune tolérance, etc., etc. Et le film est réalisé, mis en scène et également incarné par Julie Delpy, étant donné qu'elle a le premier rôle, le rôle d'une prof névrosée avec sa petite vareuse, elle se prend bien pour une Bretonne. Et sa marinière ou je sais pas quoi là, ça a fait pas mal réagir quand j'ai fait un podcast là-dessus justement sur ce film, Les Barbares, parce que ce film est d'une malhonnêteté absolue, parce que Julie Delpy, pour rappel, vit à Los Angeles, à West Hollywood. Elle vit avec son mari dans une belle villa, dans un beau quartier, et la meuf,
elle revient en France pour faire un film pour cracher sur les Français, en mode les Français sont racistes, ne respectent pas le principe de terre d'accueil. Qui sont les barbares, comme le dit l'affiche? Est-ce que ce sont les habitants du petit village de Pimpon, ou alors est-ce que ce sont les réfugiés syriens? Wow, très original. Delpy, elle passe sa vie aux États-Unis, elle a fait l'actor studio, alors que pourtant ça se voit pas, elle a fait sa carrière aux États-Unis, elle revient en France, et c'est pour faire des films comme ça. C'est juste indécent. Mais Julie Delpy, pour qui tu te prends? Comment une surbourgeoise comme vous, qui vit à des années-lumière du quotidien des Français, peut se permettre de donner des leçons et d'expliquer la vie à des gens avec qui vous n'avez absolument rien en commun? Pour moi, ce film est juste scandaleux, et il n'aurait jamais pu exister à l'étranger. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, et c'est désespérant de voir des gars comme Laurent Lafitte qui cachetonnent là-dedans, ou encore Sandrine Bonner, non, pas Sandrine Bonner, je confonds, Sandrine Kimberlin, qu'elle est partout, j'ai l'impression qu'elle fait un film par mois, c'est dingue, on la voit partout, et elle fait toujours du Sandrine Kimberlin, une grande actrice française, en somme, et surtout mention spéciale, merci Julie, merci pour la création de ce personnage, cette infirmière complotiste. Alors la meuf, en soi, elle a le jeu d'une nana qui devrait plutôt jouer, et je dis ça sans aucune considération péjorative, la meuf elle joue, normalement elle a le jeu d'une caissière, littéralement, mais elle incarne ici une infirmière. J'en ai connu beaucoup des infirmières, j'ai jamais connu d'infirmière qui parlait comme ça, jamais. Et c'est scandaleux que Delpy, je veux dire, ait fait ça, pensé ça, mûri ça, proposé ce projet, qui est juste insultant envers les habitants de Bretagne, de Pimpon, tout ça ce que vous voulez. D'ailleurs, beaucoup ont été assez agacés de voir comment leur film comment leur ville a été montrée, comment c'est... Parce que vraiment, on a l'impression que Julie Delpy montre les Bretons un petit peu comme des personnages comme des animaux dans un zoo, quoi. Oh, vous avez vu, hein, ces Français, voilà, ces Bretons, ils ont leurs traditions, ils ont leurs habitudes, c'est pittoresque. C'est pas du tout comme à Hollywood. Et bref, je trouve ça indécent, puis le film est pas drôle, c'est de l'humour bourgeois, de l'humour de petits bobos, et ça marche jamais, quoi. Ouais, il faut défendre l'identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien, mais oh wow, encore. Oh c'est très recherché, oh c'est très pertinent, bravo. Bref, un bon film français qui est un échec au box-office, malgré le fait que Julie Delpy a eu le tapis rouge sur absolument tous les plateaux, à France Inter, à la télé, tout ce que vous voulez, et ben ça n'a pas suffi, ces intolérants français ne se sont pas rués en masse pour aller voir les barbares. C'est ballot. En 6ème position, l'Empire de Bruno Dumont. Alors Bruno Dumont, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, une espèce de Quentin Dupieux bis, un réalisateur qui propose des films au concept bizarre, mais qui va trop loin dans la bizarrerie. Et ce film est juste... voilà, c'est... Fabrice Lucchini, tu devrais me rembourser ma place, sans déconner. Comment tu as pu accepter de tourner dans un truc pareil? Alors pour le délire, je sais bien, voilà, passé l'âge, on se lâche un petit peu, mais là, non, c'est trop, quoi. Et ce que je supporte pas chez Bruno Dumont, parce que c'est un mec à la base qui vient du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas un gars qui vient du sérail parisien, du milieu bobo, c'est un gars qui vient du Nord, qui est pas, je veux dire, je sais pas s'il vient du prolétariat, mais c'est pas un type qui vient de la haute bourgeoisie, il me semble. Mais le truc, ce qui me gave chez ce genre de mec, c'est que quand ils retournent chez eux pour filmer les gens, eh bien, les locaux, hein, les autochtones, les gens du Nord, eh bien, il les filme avec une sorte de misérabilisme que je trouve insupportable. Chose que ne faisait pas, par exemple, Danny Boone, dans son Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone, on ressentait l'affection pour le peuple du Nord, on ressentait son amour pour les Ch'tis. Or là, dans l'Empire, on ressent une espèce de misérabilisme, enfin c'est honteux la façon dont il présente les gens du Nord, quoi. Certains vont dire oui mais c'est en même temps pour rendre hommage et il prend des acteurs amateurs, mais on s'en fout des acteurs amateurs, ça ne sert à rien, c'est surtout les Français, vous trouvez que les Français sont bons en amateurs? Non, les Américains je veux bien, ils ont ça dans le sang, ils ont l'acting qui est ancré en eux, mais en France non, parce qu'on en fait des caisses, on est dans la pause, on surjoue le théâtral, donc on n'est pas fait pour ça, sauf rares exceptions bien sûr, mais là, franchement ça passe pas, quoi. Puis alors, voir là, Camille Cotin, elle est partout, elle a tourné dans 14 films en 4 ans, quoi. On l'a vu dans 3 ou 4 films cette année. Stop! Lida Kundry, pareil, la meuf qu'on a vue non-stop en 2023 dans Les Trois Mousquetaires, dans Une Zone à défendre, enfin que des mauvais films, quoi. Là, on la revoit ici, et le concept de Star Wars du pauvre, c'était indigeste, moche, insupportable, et le pire, c'est qu'ils essayent un petit peu de rendre ça drôle, rendre ça fun, mais il n'y a pas un moment où j'ai esquissé un sourire. C'était juste infâme. En 5ème position, alors là, c'est un véritable best-of, c'est devenu un running gag. Vous n'êtes pas sans savoir que Didier Bourdon et Christian Clavier, ils ne font que tourner des films, non-stop, que des comédies complètement éclatées, et les mecs, ils ont pas fini, je crois qu'ils vont continuer encore un petit moment. Bon, et bien là, je vais vous parler d'un film où on aura réuni Didier Bourdon et Christian Clavier, dans un seul et même film. Accrochez-vous, ce film, c'est Cocorico. Sans commentaire.
L'histoire est très originale, accrochez-vous. Didier Bourdon et sa femme, Sylvie Testude, ils vont avec leur fille et leur beau-fils voir la famille du beau-fils. Donc, c'est en gros, Didier Bourdon, Sylvie Testude, c'est la classe moyenne, et la famille donc du beau-fils, c'est la haute bourgeoisie qui vit dans un château, tout ça. Le grand bourgeois est incarné par Christian Clavier, incroyable. Et le truc, c'est que forcément, la famille peut pas se blairer parce que y a trop de différences sociales, machin. Le bourgeois attaque la classe moyenne attaque le bourgeois, bref, wow. Et là-dedans, il y a la fille du grand bourgeois qui travaille dans un laboratoire, qui a fait un test ADN de toute cette belle famille, et donc elle leur balance leur test ADN, et ils s'aperçoivent tous qu'ils n'ont pas les origines qu'ils pensaient avoir. Et ce film est insupportable de niaiserie, mais on sent qu'ils sont pas à fond dedans. Déjà, Didier Bourdon, il surjoue, ça fait 15 ans que Didier Bourdon fait du surplace, qu'il surjoue le côté comico, post-inconnu, c'est indécent. Et d'ailleurs, je l'ai entendu dans une interview de Legend où il disait qu'il arrêtait pas de bosser, qu'il arrêtait pas de tourner, qu'il avait tourné dans je sais pas combien de films cette année, mais y a pas de quoi se vanter de ça, je suis désolé Didier, quoi. C'est... Encore, tu t'appelles Christian Bale, tu peux te vanter d'avoir tourné pour tel ou tel réalisateur et d'avoir fait telle prise de risque, prise de poids, perte de poids, ce genre de truc, tu peux te vanter dans ce genre de cas de figure. Mais Didier Bourdon, non, tu peux pas te vanter de tourner sans arrêt dans des films de merde où tu as toujours le même rôle. C'est indécent. Un peu de respect pour les gens qui travaillent, du moins qui ont un vrai travail. En tout cas, ce film est insupportablement pas drôle, pourtant de base, je suis bon public. Là on était dans le pur surjeu, surtout du côté de Clavier et de Bourdon, vraiment les deux ils se sont surpassés à ce niveau-là. Les autres ça va, ils gèrent plutôt bien, ils sont plutôt discrets, mais alors les deux, oh là là, mais... Et le film est mauvais, quoi. Le film est mauvais, le dénouement est pas spécialement incroyable, les révélations du point de vue de l'ADN, je m'attendais à plus pertinent, et c'est... l'incarnation même de la comédie française, mais avec un grand C et un grand F. En quatrième position, un film Netflix, Sous la scène. Alors ce film a fait beaucoup parler à sa sortie, il a pas mal divisé, il y a des gens qui ont adoré et qui ont détesté. Moi je pense que ceux qui ont adoré étaient plus dans le troll que dans la sincérité objective, et la plupart des gens normaux en tout cas ont détesté. Ce film était mauvais à tous les niveaux. Effets spéciaux juste atroces, acting atroce, scénario atroce, même si il y avait en soi un bon potentiel. Le gros requin qui arrive dans la scène au moment des Jeux Olympiques ou des Jeux je sais pas quoi, là, enfin c'est une fiction hein, bien sûr, mais c'est pour faire un petit peu l'allusion aux Jeux Olympiques de Paris. Et c'est cliché sur cliché quoi, c'est incroyable. Bérénice Bejo, qui d'habitude a quand même un acting plutôt correct, bon là, c'est pas sa faute, quelque part c'est la mise en scène qui la pousse à être comme ça, mais... aucun intérêt, quoi, rien de transcendant. Cet acteur dont j'ai oublié le nom, pareil, très mauvais dans son acting, même chose, enfin, il n'y en a pas un seul qui est bon, et ce film est juste indigeste à tous les niveaux. Enfin, je ressors les éléments de langage classique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? C'est une pâle copie de film américain sans grande originalité. C'est cool hein, de voir des requins dans la scène, mais le problème c'est que c'est mis en scène par un réalisateur français, qui pourtant a bossé aux États-Unis, qui pourtant a fait des films américains. Et je comprends pas comment ce mec, Xavier Gans, a pu débarquer en France, enfin retourner en France et proposer un film aussi médiocre, alors que pourtant, il a quand même une certaine maîtrise. On l'a bien vu dans Frontières, qui n'est pas si mal, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il a quand même pas mal de bonnes idées. Son Hitman était mauvais bien sûr, mais c'était un produit de commande, et pour un produit de commande, j'estime que le film, même si j'ai pas aimé, surtout avec le recul, c'était pas non plus horrible, il y avait quand même de bonnes idées, on était très très loin d'un Max Payne de John Moore par exemple. Mais bref, Gans m'a déçu, je pensais qu'il allait faire un retour en grâce et nous proposer un bon film de genre, or non, c'est juste un produit de commande qui est à la fois long, très long, c'est interminable, mais en même temps ça va très vite, c'est bizarre, on a l'impression que le temps s'arrête et qu'il passe à vitesse grand V, j'ai eu cette sensation quand je l'ai vu. Et surtout, j'avais une espèce d'impression de déjà-vu, étant donné que tout ce qui s'annonce, tout ce qui se propose, tout ce qui se montre à l'écran, c'est des trucs qu'on anticipe 5-10 minutes avant. On sait qu'il va se passer ça à tel moment, à tel moment, à tel moment, il n'y a aucun moment où on est vraiment surpris. Vraiment, le requin, c'est un animal maudit, la plupart des films où on voit des requins sont complètement foirés, et bien évidemment, Sous la scène ne fait pas exception à la règle. Hélas. En troisième position, Loup-garou. Alors j'ai déjà fait une critique pour en parler, sans commentaire, hein, vraiment, enfin, Jean Reno fait peine à voir, littéralement ça fait des années et des années que... Enfin les derniers grands films de Jean Reno c'était, je crois, c'était Wasabi, c'est les derniers films où il avait une prestance, or là maintenant c'est devenu un papy qui essaye un petit peu de faire du Jean Reno, et ça fait mal quoi, de passer de Godefroy à ce type de personnage, c'est douloureux. D'ailleurs, on y croit, hein, Franck Dubosc qui joue le fils de Jean Reno, bien sûr. Et bon, l'histoire, Loup-garou, hein, le jeu éponyme, hein, adaptation Netflix, film français. Qu'est-ce qui pouvait arriver de mal? Le film s'est fait défoncer à l'unanimité, et heureusement qu'il est sorti sur Netflix, parce que ce serait scandaleux de faire payer 15 balles aux gens pour aller voir ce truc. Je pense que faire payer les gens pour voir ce genre de film, ça pourrait créer des émeutes 10 fois pire que les Gilets jaunes. En tout cas, film absolument honteux, qui ne fait pas du tout honneur au Netflix français, car rappelez-vous que sur Netflix,
les gens qui ont Netflix à l'étranger, ils peuvent voir nos films. Donc imaginez un petit peu, je sais pas, un Canadien, un Coréen, je sais pas, un Mexicain qui tombe sur Loup-Garou, le mec il hallucine, il se dit putain, c'est ça qu'on produit en France? Chaud quoi. En deuxième position, Le salaire de la peur avec Franck Gastambide. Vous savez, il y a des gens, vous leur donnez quelque chose, ils le transforment en or. Moi, j'ai connu des tas de gens qui étaient talentueux, qui étaient hyper adroits de leurs mains, qui pouvaient tout faire, qui étaient des manuels, qui savaient réfléchir, qui savaient penser, qui savaient tout faire. Gastambide, vous lui donnez une caméra, il fait n'importe quoi. Il s'arrange pour faire des trucs absolument immondes. Non seulement il est immonde du point de vue de la mise en scène, on l'a vu en plus pour La Cage, hein, pareil, sorti sur Netflix, Salaire de la peur, exclusivité Netflix, La Cage, exclusivité Netflix, film réalisé par Franck Gastambide, réalisé et également incarné, parce que Gastambide il se fait pas chier, il adore avoir le premier rôle, hein. D'ailleurs mention spéciale dans Le Salaire de la peur à cette scène super cringe où on le voit faire l'amour avec Anna Girardot, je crois, enfin la fille Girardot. On n'avait pas besoin de ça, ça c'est encore typique des films français, c'est quelque chose de très pénible. On a droit toujours à une scène de S où on voit un acteur qui se fout à poil, et hop c'est parti pour une espèce de copier-coller de scènes américaines, de trucs qu'on fait plus depuis 20 ans, bon, bien malaise. C'est les scènes d'amour, faut arrêter au bout d'un moment les gars, quoi. Mais j'ai l'impression que ça fait partie du cahier des charges, il faut impérativement mettre une scène de love dans un film français. On dirait que c'est l'étape obligatoire pour tourner un film français, quoi. Le seul intérêt de ce film, c'est d'avoir remis au goût du jour Le Salaire de la peur, le vieux film, hein, que j'ai pas vu en entier, j'avoue que j'ai pas accroché, je n'aime pas les vieux films, j'assume franchement, et c'est le seul intérêt du Salaire de la peur, nouvelle version. Mais d'un côté, je sais pas si les prédécesseurs qui ont fait l'ancien, ils approuveraient ce genre de merde, parce que vraiment c'est un film absolument éclaté à tous les niveaux, et c'est dommage parce qu'on a un bon casting, donc la meuf Girardot, également Alban Lenoir, qui est pourtant plutôt correct, hein, dans tous ses rôles. C'est notre Jason Statham français, mais comment dire, le problème c'est que c'est Gastambide qui gère ça, et Gastambide il filme comme un pied. Le mec, il fait un mix de tout ce qu'il a vu dans les films américains, et il essaye d'adopter ça à sa manière, et sauf que ça marche pas, parce que c'est amateur, Je suis admiratif du parcours du bonhomme, le mec il a démarré maître chien, et il a fini par devenir réalisateur, comme quoi c'est quand même possible en France de percer en partant de rien. Bon, ça ne veut pas pour autant dire que si vous partez de rien, le talent sera au bout, et Gastambide en est la preuve vivante. En tout cas, ce film a été très pénible à regarder, les scènes d'action font mal à la tête, c'est mal cuté, on n'y croit pas une seule seconde, il n'y a aucune intensité, les scènes de baston c'est éclaté, les fusillades aucune immersion, bref, on est très très loin d'un Tyler Rake 2. Et enfin, pour terminer, alors là, un film qui est passé sous les radars, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, une suite que personne n'attendait ni ne voulait spécialement, c'est Largo Winch 3. Je me souviens même plus du titre en entier pour vous dire. Le premier Largo Winch est sorti en 2008, le deuxième en 2010-2011, et je me rappelle qu'à l'époque, je l'ai trouvé très mauvais, très mal joué, enfin, Tomer Sisley, quoi. Tomer Sisley. Alors déjà, c'est un mauvais acteur. Pourquoi avoir pris lui, en sachant qu'il est mauvais, pour incarner une figure comme Largo Winch, personnage célèbre issu de l'univers de Jean Van Damme. Jean Van Damme. BD belge, quoi. Bon, l'erreur de casting, allez, on va passer outre, on commence à avoir l'habitude, mais wow, ils ont réussi à faire pire que pour le second. Le premier, c'était relativement correct, le second, c'était rushé à mort, et pourtant, ils ont réussi quand même à ramener Sharon Stone dans le deuxième volet, c'est pas rien. Et là, il y a ce troisième qui sort quasiment 15 ans après, il sort comme ça, il pop par magie. Le film a été un échec, bien évidemment, et il s'est fait déglinguer par la critique et par le public, et à juste titre. Et c'est pour moi le film français le plus douloureux. Alors en soi c'est pas un film français parce qu'on voyage pas mal, voilà, on est en Birmanie, après on va au Québec, hein, et puis ils insistent bien sur l'accent québécois des mecs, et ça n'aide pas du tout, hein. Franchement les films d'action qui mettent en scène des Québécois, j'ai beaucoup de mal, parce que l'accent québécois est beaucoup trop sympathique pour des scènes d'action sérieuses. Je suis désolé pour mes amis québécois, mais c'est beaucoup trop cool et beaucoup trop gentillé comme langue pour des scènes vraiment vénères, pour des scènes vraiment violentes. Et je sais très bien qu'au Québec, il y a Georges Saint-Pierre, un des plus grands combattants qui ait jamais existé dans le monde du MMA, mais quand bien même, je trouve que l'accent québécois, ça sonne pas trop dans les moments, on va dire, d'intensité, de violence, etc. D'ailleurs, les Américains en ont rigolé dans ce film, donc Copain pour toujours, le 2, je crois, où il y a un moment, il y a une vanne qui est faite à l'accent français québécois. Bon bref, c'est encore autre chose. Mais voilà, Largo Winch 3 a été très pénible à regarder. Comme ennemi, ils ont ramené James Franco, qui est au chômage depuis un petit moment, étant donné qu'il est accusé de plein de trucs aux États-Unis, donc le mec, il s'est barré, faire des films obscurs à droite à gauche, et j'imagine, comme tout le monde, il avait des factures à payer, donc il a pris le premier rôle qu'on lui a proposé, et il a joué le méchant dans ce Largo Winch. C'est un downgrade quand même assez vénère, hein, quand même, passé de, je sais pas, le dernier film que j'ai vu avec lui, je crois que c'était l'adaptation de The Room, enfin, pas le remake, mais l'adaptation du tournage de The Room de Tommy Wiseau. Passer de ça à ça fait quand même mal.
Et comment dire, bah c'est tragique, enfin ce film est tragique, tragique de nullité. Mention spéciale au passage où à un moment il y a Thomas Sisley, enfin, vous savez quoi, je vais vous résumer juste cette scène, le niveau du film, parce que vraiment je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais juste vous résumer une scène pour que vous compreniez à quoi on a affaire. Il y a un moment où le fils de Thomas Sisley se fait embarquer par des méchants, par des ravisseurs, les mecs ils se barrent en camion, en pick-up, et il y a une bécane, il y a un mec qui est en motocross. Savez-vous comment le personnage de Largo Winch, enfin incarné par Thomas Sisley, comment il fait pour stopper le mec sur sa moto? Le mec, il a juste un couteau. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur le gars, il lance le schlass en pleine poitrine, il fait un truc comme ça? Non. Il fait un truc qui, je pense, n'a pas été montré dans la bande dessinée, j'en doute. Il jette son couteau dans la roue de la moto pour que le mec fasse se casse la gueule, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? Le mec, il balance le schlass dans la roue, comme dans Indiana Jones 3, vous savez, là, quand il met le... Je sais plus qu'est-ce qu'il fout, le mec, enfin Indiana Jones, il met un tube dans la roue du mec pour que la bécane fasse ça, bah là, il a fait pareil, mais avec un couteau, quoi. Genre, ça suffit pour que le mec fasse une grosse cascade, quoi. Après, il chope la moto, il course les gars, il course le pick-up, et il y a un des méchants qui lui tire dessus avec un fusil d'assaut, et en gros, bah, il y a Largo Winch qui esquive les balles, et qui, il y a les balles qui tapent dans la moto, et ça suffit pas pour la faire tomber, quoi. Alors que le gars, il vide un chargeur entier, enfin, c'est... Oh là là, vous vous rendez compte? 2024, ils produisent encore des trucs pareils, c'est honteux. Naturellement, échec total pour Largo Winch 3, et surtout, échec plus que mérité. Voilà mes amis, ce petit top 10 est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je sais que vous ne serez pas d'accord avec tout, notamment le numéro 10. Mais vous inquiétez pas, je vous comprends, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, donnez votre propre top 10, dites-moi ce que vous pensez du cinéma français, lâchez-vous, faites-vous plaisir, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine fois on se retrouve pour une critique de Squid Game saison 2, et j'en profiterai pour faire le top 10 spécial pire série de l'année 2024 je précise, et après je ferai un top 10 spécial meilleur film hollywoodien et meilleure série de l'année. Et encore une fois, je ne ferai pas un top 10 spécial bon film français, vous vous doutez bien que ça, c'est juste impossible. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.